bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci d'avoir choisi la 3. On est très heureux de vous retrouver. Et ce soir, eh bien, nous avons 90 minutes pour débriefer la prestation des éléphants à Madagascar. Une rencontre qui s'est soldée par un but partout. Est-ce finalement un bon résultat pour les éléphants? Eh bien, on en parlera ce soir en compagnie de la Grande Team et en compagnie de deux invités qui nous font le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Eh bien, si vous êtes prêts, on peut donner le coup d'envoi. C'est parti pour la Grande Team et voici tout de suite le sommaire complet de ce qui vous attend dans l'émission. Ce soir, dans la Grande Team, retour sur le match Madagascar-Côte d'Ivoire. Analyse et décryptage de ce point ramené par les Ivoiriens. Les satisfactions, les déceptions, nos consultants nous livrent leur expertise. Que s'est-il passé sur les autres stades lors de ces éliminatoires de la CAN 2021 ? Ce soir, le journaliste sportif Choalio Diomandé et l'ancien footballeur Mahamadou Sangare sont nos invités. Et oui, on a tellement passé un bon moment avec eux la semaine dernière qu'on s'est dit, eh bien, on va remettre ça pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames. Choalio Diomandé et Mahamadou Sangare, pardon, et sont notre invité ce soir. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Ça va, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça va. Bon, alors, une belle prestation à nos éléphants, quand même, on va en parler tout à l'heure. Mais vous ne serez pas seuls, puisque Roger Stéphane et Jean-Philippe sont également ce soir avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Tia. Vous allez bien aussi? Oui, ça va. Bon, alors vous avez vu un très très beau programme, 90 minutes pour parler justement de tout ce qui s'est passé à Madagascar et pas que. Non, on va parler de tous les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui. Et justement, on n'oublie pas notre question sondage. Donc Madagascar-Côte d'Ivoire, qui est l'homme du match selon vous? Eh bien, on attend vos messages, vos commentaires, vos réactions sur la page Facebook de la 3. Alors ce soir, exceptionnellement, pas de LGT News, non, on va tout de suite partir pour l'actu. Et les éléphants ont ramené un point de leur expédition en terre malgache. Revivons ce match avec les temps forts, Roger Stéphane. Allez, c'est le match que tout le monde attendait, cette rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les barrières de Madagascar. Un match plein qui nous aura fait vibrer, mais à tout point de vue. Ce sont les éléphants qui vont commencer très très fort. Bon début de match des éléphants de Côte d'Ivoire. Dès la deuxième minute, coup franc de Nicolas Pepe. La frappe est molle. Elle est captée par le portier Adrien de l'équipe de Madagascar. Le ton est donné. On revoit encore le coup franc pied gauche de notre Nicolas Pepe. Malheureusement, le ballon n'est pas très puissant. Le portier va contrôler. Et puis derrière, à la 14e minute, le ballon dans les pieds de Kessié qui tente de trouver un partenaire dans la surface de réparation. Contrôle de la main de Jérémy Morel. On revoit encore le petit coup d'œil de Kessié là qui tente de trouver un partenaire. Derrière le contrôle de la main de Jérémy Morel, le pénalty est indiscutable. Kessié qui part contre-pied parfait. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Très belle entame de match pour les Pachidem. Choalio, le match a commencé très bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, écoutez, ils ont bien entamé la partie, ils sont bien rentrés dans le match. Ils se sont créés de très bonnes occasions, ils ont pressé très haut, ils ont étouffé cette équipe malgache. Et puis, logiquement, il y a eu cette ouverture du score sur penalty. Mais il faut dire que cette entame-là est vraiment différente du match aller. Allez, donc les éléphants qui commencent bien. Autre action à la 43e minute de jeu. Cette fois-ci, c'est Nicolas Pepe qui envoie un petit ballon en cloche dans plein surface de réparation. Sangare Ibrahim va le louper sa reprise de volée. Oh, quel dommage. On revoit l'action pied gauche de Pepe. Là-bas, il trouve Sangare Ibrahim qui va louper cette reprise de volée. On n'était pas très loin du deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement pour nous, eh bien, à la pause, le score est de 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Là, attention, on est allé un peu trop vite en besogne. À la pause, on va dire 0-0. Et puis à la reprise, les Malgaches sont très bons. Ce sont eux qui commencent mieux. On va voir donc l'égalisation. Ballon sur le côté droit de la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Amada envoie un véritable missile. Beau n'a pas ses lunettes. La réduction, enfin l'égalisation pour les Malgaches. Un but partout. But splendide de Amada. Sangare, c'est un vrai but de buteur. La frappe est magnifique de la part d'Amada. C'est une balle anodine flottante qui prend à contre-pied tout simplement Boho, qui, ma foi, dans le reflet du soleil, n'a pas pu anticiper.
Je crois que c'est un but de haut niveau. Allez, un but de haut niveau, comme dit Sangaré. Bon, n'avait pas ses lunettes. 75e minute. Coup franc, on va voir encore, on revoit encore le but de Amada. Le joueur 2 sur le côté droit. La frappe est limpide. Et puis voilà le coup franc donc, de Nicolas Pepe qui va passer au-dessus des buts du portier Adrien de l'équipe des Malgaches. On jouait la 75e minute. Et puis, une autre action là, celle de Kessié qui s'envoie un ballon du pied gauche, la frappe limpide du pied gauche intérieur de la barre transversale. Malheureusement, le ballon n'ira pas au fond des filets. Coup franc de Gradel, ballon mal renvoyé par la défense malgache. Contrôle pied droit, frappe pied gauche. Du grand football, mon cher Jean-Pierre, du grand football, geste magnifique. Jean-Philippe, geste magnifique de Kessié sur cette action à la 75e minute. Oui, c'est un ballon un tout petit peu anodin qui revient de la part d'un adversaire. Il reprend comme le ballon vient. Je pense que moi, quand je suivais l'action en direct, j'ai crié au but, j'ai crié même au scandale avant que le ralenti ne nous ramène tous à la raison. Et en voyant le ballon rebondir sur la ligne, on aurait aimé bien meilleur sort sur cette frappe de Franck Kessié. Malheureusement pour les nôtres, le ballon n'est pas rentré, mais c'est venu un tout petit peu couronner, je pense, la bonne semaine du garçon sous les couleurs nationales. Quelle frappe de Kessié, on revoit encore l'action. Contrôle pied droit, il s'emmène le ballon pied gauche derrière, tout simplement magnifique. Et puis la 89e minute pour terminer, Akbar Pro qui récupère un ballon, demi-volé, la frappe est molle, captée en 2 temps par le portier Adrien. Personne ne pourrait prendre le ballon. Le tir en bas s'arrêter là, un but partout entre les barrières de Madagascar et les éléphants de Côte d'Ivoire. Un match plein du côté de Tamatave. D'accord, très bien. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé la composition d'équipe et le système de jeu mis en place par Patrice Baumel? On commence avec vous, Jean-Philippe. Il est parti avec un même système de sécurité, le même 4-3-3 qu'au match aller, sauf que là, il devait tenir avec un impératif au niveau de certains joueurs qui étaient blessés. Et sur les joueurs blessés, il a dû tout simplement faire appel à les jeunes. Il a recomposé, il a fait rentrer d'abord Wilfried Canon, en défense à la place du sociétaire de Lyon, notre ami Maxwell Niali-Cornet. Puis, il a fait coulisser Diomandé Sinali dans l'axe, dans la défense centrale, en lieu et place de Délis Simon. Délis Simon qui a joué le match aller. Bon, lui, il n'était pas signalé blessé. Donc, peut-être que l'entraîneur va s'expliquer sur le choix de Diomandé Sinali à la place de Délis Simon, s'il le veut bien. La grande nouveauté, c'est surtout au niveau du milieu des terrains, avec Kosonou, Kessié et Ibrahim Sangaré. Le premier milieu, c'était Sérédié, Max-Alain Gradel et Kessié Franck. Bon, Sérédié est sorti de ce milieu. Max-Alain Gradel également est sorti. On sait qu'il avait un problème au niveau de l'épaule. Et ils ont été remplacés par Kosonou Odilon, qui est défenseur central, mais qui est remonté un tout petit peu au niveau de l'axe médian, et Sangaré Ibrahim. Au niveau de l'attaque, Lagos Junior a remplacé l'indisponible Gervinho. Donc, il y a eu beaucoup de remplacements, mais l'équipe a su garder quand même une âme. L'équipe a su garder une osmose. Et je pense que c'est déjà une bonne chose pour l'entraîneur. On va poser la même question à Choualio Diomandé. Oui, écoutez, je pense que là, ce qu'on a vu, le 11 rentrant, il n'avait pas le choix, puisqu'il avait beaucoup de défections, des blessés, des joueurs cadres, des talents offensifs qui étaient absents. Gervais, je ne parlerai pas de Wilfried Zaha, puisque lui, il n'est pas venu. Donc, il a recomposé son équipe, un nouveau 11 rentrant. Tout à l'heure, il a parlé de Canon qui était absent au match aller. Oui. Ensuite, moi, ma satisfaction, c'était au milieu de terrain, puisque là, c'était un milieu de terrain inédit. Kessié, Kosonou, Sangaré, on a vu qu'au niveau du milieu de terrain, ça a été l'une des faiblesses de cette équipe au match aller. Mais là, on a retrouvé l'équilibre, un peu d'équilibre au milieu du terrain. On a vu l'impact au niveau de la récupération du ballon d'un jeune qu'on appelle Kosonou, que moi je découvre, qui a fait un match assez respectable. Et puis Sangaré, que jeudi j'en parlais, là on l'a revu aujourd'hui, c'était le grand bonhomme du quart de finale contre l'Algérie à Suez, à la CAN 2019. Oui. Là on l'a revu, il a donné satisfaction. Maintenant, sur le côté, Pépé, moi je pense que Pépé, il n'a pas encore joué de match référence avec les éléphants, il faut le dire tout net. Faut le dire tout net. Hein. Et puis Lagos Junior, qui a eu beaucoup d'occasions de but, mais n'a pas cadré. Et puis Alain, qui est dans un rôle de pivot, il a porté beaucoup de mouvements, mais il était quand même dans le marquage. Jérémy Morel, le duel avec Jérémy Morel a été vraiment un sacré match. D'accord. Coach, oui. Le jeu produit par les éléphants vous a-t-il convaincu? Oui. Le jeu
tel On sait que vous êtes quand même assez à cheval hein, sur la qualité du jeu. Tout à fait, tout à fait. Je vais y arriver, on va y arriver. La qualité en termes de contenu aujourd'hui, je pense que Baumel est sur la bonne voie. Ça, je le dis. Par rapport au contenu du match, j'ose espérer que les changements qui ont été effectués ont été faits en rapport, en lien avec le système de jeu mis en place, le 4-3-3. Vous savez, ce système de jeu est très exigeant, a besoin de joueurs professionnalisés au poste. C'est-à-dire des qualités spécifiques sont demandées pour ce type de développement. C'est-à-dire sur les côtés, dans les couloirs, peut-être qu'on va y arriver tout à l'heure. Il y a des joueurs qui sont cités, comme j'aime pas trop parler individuellement, mais on parle beaucoup d'Aurier. On brûle Aurier, mais Aurier n'est pour rien. Son couloir est bouché. Ça, de toute façon, on va y arriver. On y arrivera, voilà. Ne vous inquiétez pas. À partir du moment où le couloir est bouché, ça pose problème. Mais là, dans l'ensemble, très bon match, très bonne organisation. On a vraiment occupé de façon rationnelle le terrain. En première mi-temps, vraiment le milieu tel que j'avais demandé, j'avais souhaité ici, mais mes demandes ont été comblées. Parce que j'ai demandé qu'on mette 2 joueurs frais, des jeunes, dans le milieu, pour donner de la fluidité au jeu. Et là, nous avons été servis. Et on a vraiment pris le match à bras le corps. Parce que Sangaré et Odilon, dans le système 4-3-3, il y a ce qu'on appelle la pointe basse. C'est-à-dire les 3 joueurs du milieu. Soit on joue avec un milieu sentinelle, ou alors on joue avec un milieu, comme tout le monde le dit ici, un numéro 10 devant. Il a essayé avec Mas Gradel. Ça n'a pas marché, donc il a inversé Odilon à la base et les 2 autres devant. Donc ça a permis, l'un sur l'autre côté et Sangaré de l'autre, ça a permis vraiment de ratisser et d'étouffer les sorties adverses. Vraiment, il est sur la bonne voie. Bon, très bien. Non, je suis parfaitement d'accord avec eux tous. Le jeu des éléphants a été très convaincant, notamment en première période. Ça a été un vrai récital du collectif, un jeu simple, des passes courtes. On a pressé haut, on a créé le surnom au milieu du terrain. On a gagné beaucoup de batailles au milieu du terrain. On a complètement étouffé les Malgaches. On a très bien joué au football. Ajouté à cela un peu de génie technique. Le ballon qui part d'Odilon à Kessié en passant par Sangaré. Un peu de touche aussi de Pépé. Oui, c'était vraiment une belle copie au niveau de la première période. Parce que d'ailleurs, on avait tous souhaité qu'on blinde un peu le milieu du terrain. Et ça a été bien fait avec 3 gros récupérateurs, mais dans des styles différents. Odilon a joué un peu le milieu, a joué un sort de libéraux dans le milieu du terrain. Et puis, à côté de lui, des meneurs en alternance, Sangaré et Kessié. Ben, ça fonctionnait magnifiquement sur la première période. Par contre, la seconde période a été un peu difficile. Sur les 45 dernières minutes, on a vu une équipe des éléphants qui, par moment, a montré un peu ses faiblesses habituelles, ses lacunes habituelles, lourdeur. Et puis, entre la 45e minute et la 75e minute, on a été dominé. Et puis, progressivement, on a repris le dessus du jeu. Mais en tout cas, dans l'ensemble, oui, Baumel nous a montré quelque chose d'assez intéressant avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que finalement ce match nul est un bon résultat pour les éléphants? On va faire un petit tour de table rapidement. On commence par vous, Choualio. Écoutez, vous savez, moi, c'est vrai, quand tu regardes un peu, quand tu regardes les effectifs, les forces en présence, honnêtement, il n'y a pas photo entre Côte d'Ivoire et le Madagascar. Aujourd'hui, une équipe de Côte d'Ivoire, en débarquant là-bas, on devait, logiquement, quand tu vois la physionomie du match, c'est un match qu'on devait gagner. On devait gagner, aujourd'hui être à 9 points, et puis maintenant, à 1 point de la qualification à la cinquième journée. Moi, je reste sur ma faim. En termes de résultats, je reste sur ma faim. J'aurais souhaité qu'on gagne ce match-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe de Madagascar, sur les 2 matchs, m'a déçu. Parce que ce n'est pas la grande équipe que j'ai vue à la CAN 2019 en Égypte. Ce n'est pas Madagascar qu'on a connu en 2019, l'équipe un peu en baisse. Bon, ça peut s'expliquer. Mais une chose est certaine, moi, j'aurais souhaité qu'on gagne ce match. Parce que quand tu regardes la physionomie du match, il y avait la place pour arracher les 3 points. Et puis maintenant, aborder la 5e journée avec beaucoup de certitude. Maintenant, c'est vrai, dans ce genre de tournoi, quand tu arraches 3 points à domicile, que tu vas prendre 1 point en déplacement, c'est toujours bon.
Mais je pense que, honnêtement, la Côte d'Ivoire est au-dessus de cette équipe de Madagascar. Il y avait la place pour arracher les 3 points. D'accord. Jean-Philippe. Mais je pense que tout Ivoirien aurait souhaité une victoire. Mais moi, je préfère regarder d'où l'équipe est partie. Voilà, l'équipe sortait d'une rencontre éliminatoire en Éthiopie par une défaite. On était, avant l'entame de ces 2 journées, 3e, avec de gros doutes. On se demandait, même il y a des Ivoiriens qui se disaient que Madagascar allait nous battre ici à Abidjan et qui ne nous voyaient pas aller battre Madagascar. Il faut regarder un peu ce qui s'est passé l'année passée. Et on a un entraîneur qui est arrivé, qui n'a pas eu de regroupement possible à cause de la situation liée à la Covid-19, qui a eu son groupe dans un court laps de temps, il y a de cela 1 mois, qui a fait un résultat avec des performances qui ont laissé tout le monde dubitatif et qui, là, sur ces 2 rencontres, est revenu à un système de sécurité et a permis à l'équipe de prendre 4 points sur 6 possibles. Moi, je préfère m'arrêter là et estimer qu'au vu de là où la Côte d'Ivoire vient, c'est vrai qu'on a le bon nom, mais on est en train de bâtir un groupe. C'est un bon point pour moi et c'est une bonne semaine pour l'équipe nationale. Mohamedou Sangaré, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon résultat finalement? Bon, en termes de résultats, on va regarder sur 6, on a pris 4. Ça, c'est en termes de résultats. Maintenant, en termes de contenu, comme je le dis, il est meilleur par rapport au match précédent. Et j'ose espérer que les changements qui sont intervenus ont été du fait d'une volonté, pas seulement par rapport aux blessures. Parce que vous avez vu que le match qui s'est joué cet après-midi n'avait rien à voir avec le match qu'on a joué à EBMP. En plus, il faut comprendre que les Malgaches nous ont emmenés sur un petit espace de surcroît synthétique, donc les balles vont plus vite. Les balles vont plus vite. Et sur cette base-là, ils voulaient intensifier, mais en même temps, ils voulaient se rassurer, parce qu'ils savent qu'il y a des noms dans notre équipe. Donc, c'était pour pouvoir nous contenir. Mais il s'est trouvé que le système mis en place ne leur a pas permis, eux, plutôt de sortir. Ils étaient plus derrière et nous les avons pris de très haut. Et les canons et autres qui partaient, c'était dans l'esprit du 4-3-3. Mais vous allez voir dans le développement tout à l'heure, les petits problèmes au finish qui font que Aller ne peut pas exploser pour l'instant. C'est pour ça que je dis il laisse une bonne voie. D'accord. Donc il y a des choses à faire. D'accord, très bien. Est-ce que le match nul était un bon point? Oui, on va le dire. Parce qu'avant ce match, avant les 2 confrontations, on était 3e. Là, sur la position, nous sommes leaders de notre poule. Donc, c'est déjà très bien. Ensuite, on prend quand même 4 points de nos confrontations directes avec l'un des favoris de la poule, qui est l'équipe malgache, qu'on a gagné. Et puis, on prend un match nul. Donc, c'est très bien. Mais il faut regarder aussi la manière. Sur la manière, oui, il y a des acquis. Parce que quand on a vu le jeu des éléphants, on est tous satisfaits de ce qu'en première période, les éléphants étaient très, très bons. On a vu de belles entrées et une très bonne équipe. Maintenant, le résultat, 1 point, c'est pas mauvais. Parce qu'on est en campagne d'élimination et de qualification. Chaque point et chaque match se négocie. Généralement, on va jouer les matchs nuls à l'extérieur et jouer les victoires à domicile. Là, ça a été bien fait, bien géré par l'équipe de Moumel. Mais on peut avoir des regrets parce que sur la première période, on aurait pu s'imposer 2 ou 3-0. On aurait pu les 3 points qui nous auraient mis totalement à l'abri par rapport à la suite de la campagne. Mais bon, on va se satisfaire quand même de ce match nul-là parce que bon, dans l'ensemble, on a fait quand même un très bon résultat. On a posé la même question à des journalistes. Voici ce qu'ils ont répondu. Je pense que c'est pas mal à l'étranger, hein, avec ce genre de stade que j'ai vu là. Je pense qu'on est toujours premier, c'est ça? Donc je pense qu'à la prochaine journée, je pense qu'on va gagner et puis on va passer. L'objectif, c'est d'aller au Cameroun. Donc je pense qu'on ira au Cameroun, c'est l'essentiel. Je l'ai dit tantôt, il fallait un résultat positif. Une victoire ou un nul, c'est bon à prendre. La Côte d'Ivoire est toujours première de son groupe avec 7 points. Il leur reste 2 matchs à jouer, dont un à Abidjan. Je pense qu'il n'y a pas de fin à la demeure. Ils ont leur qualification entre leurs pieds, il n'y a pas de souci. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a montré au moins de meilleurs sentiments, une réaction appropriée. Ils ont bien joué par rapport à Abidjan. Et je pense que cette équipe va monter en puissance au fil des matchs. Un match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat pour toute équipe. Mais je pense que pour les éléphants, vu la physionomie de ce match, les éléphants auraient pu l'emporter, auraient pu prendre les 3 points pour se mettre tout de suite à l'abri afin d'aller à la CAN au Cameroun. Mais on a pêché dans le jeu défensif. Quand Madagascar revient au score, les éléphants sont au plus fort. Ils prennent un but qui vient de nulle part, que le gardien Bowo aurait pu sortir.
parce que le ballon est à sa portée, mais on ne sait pas s'il a glissé ou quoi. Mais en tout cas, ce but, la Côte d'Ivoire ne devait pas le prendre. 1-1, c'est un bon point, mais les éléphants auraient nettement pu faire mieux vu la physionomie du match. Bon résultat dans la mesure où on s'en sort avec un point. C'est vrai que les éléphants étaient partis pour gagner et ils avaient vraiment les armes pour gagner. Mais on a vu une belle équipe de Madagascar qui a su réagir en seconde période, égaliser dans le premier quart d'heure. Et cela leur a permis de décupler leur force et ils ont pu tenir la dragée haute à nos éléphants. Mais moi, sur la fin de ce match, je reste optimiste parce que c'est une équipe en construction et déjà on voit de très bonnes choses qui nous donnent des raisons d'espérer que la Côte d'Ivoire va se qualifier pour cette CAN au Cameroun. D'accord. Bon, les journalistes ont parlé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'ils ont dit? Roger Stéphane? Je suis parfaitement d'accord avec eux. C'est ce que nous disons tous. Oui. On a eu un point, c'est vrai, face à une équipe qu'on craignait un peu, et à domicile, qui est invaincue à domicile depuis un certain moment. Donc, c'est bien négocié plus ou moins, parce que comme on dit, on a pris 4 points contre eux. On est toujours leader de notre poule, ça c'est très bien, on a 7 points. Donc, il y a 2 matchs à jouer. Les 2 matchs sont à gérer face à 2 équipes, on va dire les équipes les plus faibles de la poule. Donc, on a notre destin en main, et ça c'est très bien. J'avoue que sur les 2 confrontations, on ne sort pas perdant. Ce sont les Malgaches qui sortent perdants, parce qu'avant les 2 confrontations, ils étaient en tête, avec 3 points d'avance sur nous. Là, c'est nous qui sommes en tête, donc c'est un bon résultat. Et puis, pour le reste, on a déjà vu, avec la manière et le classement. Bon, on ne va pas cracher sur ce résultat. Un but partout, c'est bon pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Alors, on va parler des tops. Et des tops et des flops hein, de chacun d'entre vous. On commence par les tops. Quels sont les 3 joueurs qui vous ont vraiment convaincu quand on regarde cette rencontre? Jean-Philippe. Pour moi, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, Kosonou, Kessié Franck et Sangaré Ibrahim. À mon sens, ils ont donné du relief à cette rencontre. Ils ont donné tout simplement le souffle qui manquait à notre équipe nationale. Je pense qu'ils ont réveillé tant soit peu tout ce beau monde qui était présent sur l'aire de jeu. D'accord. Choualieu. Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Le trio dans le cœur du jeu, Kessié, Kosonou, Sangaré, ils ont vraiment brillé. Quand on a vu Kessié qui est en train de franchir un autre palier, je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs sur le maillot national. Il a pris ses responsabilités. Maintenant, il a intérêt maintenant à lâcher vite le ballon. Sinon, ce qu'on a vu, il a fait vraiment un match. Il est passé même à côté d'un doublé. Après le pénalty, vous avez vu sa frappe qui s'est écrasée sur la transversale. Maintenant, Kosonou, pour une première titularisation, il a été vraiment présent dans la récupération, il met beaucoup d'impact. Et puis Sangaré, on l'a vu, un jeu fait de simplicité, un milieu boss-to-boss qui vraiment, à cette allure-là, peut vraiment s'installer durablement dans cette équipe. Maintenant, ce qui lui manque, c'est son péché mignon au niveau de la finition. Il est souvent, vous voyez même l'action là, c'est même à Toulouse, il a souvent des occasions de but qu'il n'arrive pas à transformer. Je pense qu'il a intérêt à travailler l'adresse. C'est vrai que ce n'est pas un attaquant, mais il se retrouve très souvent devant. Je pense que si, avec le rôle qu'il joue et qu'il marque encore un but, il va franchir notre palier, ce serait un grand Sangaré. Mais mes 3 satisfactions, Kessié, Odillon, Sangaré. D'accord. Juste info, il n'est plus à Toulouse en fait. Hein. À l'époque à Toulouse. Absolument, absolument. On poursuit avec vous, coach. Alors, voilà, les 3 joueurs qui vous ont convaincu. J'ai réclamé, il m'a certainement entendu. Ça doit être ça, oui. Le milieu a été consistant, on a survolé le match. Bon, on n'a pas été inquiété, à part la balle qui arrive effectivement de nulle part. Bon, c'est une balle flottante. Oui. Voilà, ça, on peut accuser Gogo, mais il y a le soleil, la balle est flottante, 20-25 mètres. Bon, mais vos 3 joueurs, alors? Oui, mais le milieu de terrain a vraiment... Mais pas que le milieu, parce qu'il y a Diomandé. Sinali. Parce que dans le dispositif, il est prévu qu'il appuie le milieu de terrain. Il joue en piston, en fait, sur le milieu de terrain. Ça, c'est des consignes qui sont données aux joueurs dans les vestiaires. Mais on le voit comme ça, mais dans le fonctionnement, dans l'animation, il y a des sous-rôles qui sont occupés par certains joueurs que le commun des hommes peut-être ne peut pas voir. Donc Sinali, silencieusement, a été très efficace dans l'ombre aux côtés de ces joueurs-là. C'est ce qui a fait qu'on a eu
la main sur le milieu de terrain. Et il ne faut pas aussi négliger, parce que les changements qui ont été faits ont été vraiment des changements de qualité. Le petit canon, voilà, il a apporté. Le couloir, il a balayé, il a vraiment apporté aujourd'hui. Je l'ai vu même aller jusque dans la surface de réparation. Ça veut dire que vraiment, il était disposé à fournir, à faire du dépassement de fonctions, à fournir, à appuyer ses attaquants. Donc, sur ce plan-là, la défense, comme le prévoit le système, a été cohérente avec le bloc équipe et a vraiment accompagné les attaques. D'accord, très bien. Mais, votre top. Les gars, il ne me reste plus rien, hein, parce que bon, ce sont les mêmes joueurs. Mais effectivement, le jeune Sinali Diomandé, il a joué dans l'axe aujourd'hui aux côtés de Willy Boli. On l'avait vu la dernière fois sur le côté gauche en tant que latéral. Il avait été en difficulté face au Japon, il a beaucoup de boulevards. Mais là, son repositionnement est magnifique, insolent de classe, sans froid extraordinaire. Il a fait un très gros match. Vraiment, il m'a bluffé, le jeune Sinali Diomandé, dans l'axe. Sangaré Ibrahim, je pense que c'est le nouveau Yaya Touré, on ne va pas se le cacher. Quart de finale de la CAN 2019 face à l'Algérie. Il faisait son entrée dans la compétition. Il avait stabilisé le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. On avait empêché de jouer les Algériens. Et hier, je le réclamais. J'ai dit, il le faut dans le milieu de terrain. Il est venu, il a prouvé. Le garçon a une technique nettement au-dessus de la moyenne. Il a une belle lecture de jeu, il a une bonne vision, il a un sens du placement. Et puis, il est joli dans le jeu. Il a les petits ballons, les petites touches de balle. Il remise, il ne conserve pas beaucoup de ballons. Il a été magnifique, ce Sangaré. Et puis, Kessié, est-ce qu'on doit parler de Kessié encore? Kessié, 41e minute, il sort un ballon dans le camp des éléphants. Il est bousculé, mais il réussit à sortir le ballon, qu'il passe à Nicolas Pepe. Ça traduit, ça résume son match. C'est l'homme fort des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le patron de notre équipe, buteur, passeur, récupérateur. Il sait tout faire, notre Kessié. Bravo à lui. Ce sont ces trois-là que je retiens. Kessié, vrai patron. Sangaré Ibrahim au milieu du terrain et le jeune défenseur Sinali Diomandé. Juste pour m'arrêter rapidement sur Sinali Diomandé, est-ce que c'est pas... voilà celui qui nous manquait finalement dans cette équipe? Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a une chance inouïe avec Patrice Baumel. Il a, je le disais la dernière fois, un problème de riche au niveau de la défense ivoirienne. Même si vous regardez Canon Wilfried qui a joué latéral gauche, était défenseur central. Il formait une magnifique paire déjà avec Eric Bailly. Et ils avaient Kolo Touré dans le trio qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter sa deuxième Coupe d'Afrique. On a Ismaël Traoré qui n'a pas été appelé, qui est un magnifique défenseur central. On en a tellement aujourd'hui que ça permet à des garçons comme Sinali Diomandé, quand ils arrivent en équipe nationale, de ne pas avoir cette pression. Ils ont beaucoup de grands frères et on a une défense, le coach l'a dit la dernière fois, qui est quand même trentenaire. C'est vrai que c'est un âge, on dirait, avancé, mais on est en sélection nationale. Là, on prend les meilleurs. Si on a des meilleurs sur différents paliers d'âge, ce n'est pas mauvais. Sinali Diomandé et Kosonou, qui a joué du milieu défensif, alors que c'est un défenseur central, représente l'avenir de cette équipe nationale. S'ils commencent tôt en se familiarisant avec leurs grands frères, je pense que c'est normal qu'ils produisent de tels résultats. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Il n'y a que 6 trentenaires dans cette sélection des éléphants. On a compté. Il n'y a que 6 trentenaires, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des joueurs sont très jeunes. Il n'y a que 6 trentenaires dans cette équipe des éléphants. Donc, si on va ramener les trentenaires à chaque fois. Les 26 qui ont été sélectionnés. Oui, mais vous parlez des 26, j'ai parlé d'Ismaël Traoré qui est trentenaire, qui est un potentiel appelé, mais qui n'est pas là. D'accord. Donc, attention. Il faut faire attention, parce que j'ai émis équipe trentenaire parce que j'y ai travaillé dessus. Effectivement. La moyenne d'âge, c'est vrai qu'il y a certains qui ont 36, donc ça boostait la moyenne à 35,31. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux entrants au milieu, et Sinali et autres, 19 ans et autres, ça a baissé autour de 30. D'accord. Voilà, 30-58. Oui. Donc, c'est des choses que j'ai travaillé dessus. Ça. Donc, je ne le dis pas pour... Non, mais ils ont bien joué aujourd'hui. Surtout le changement qu'il a opéré, il a opéré en milieu de terrain. C'est le cœur de l'équipe. Et il a mis des jeunes joueurs au cœur de l'équipe. Et aujourd'hui, tout le monde a vu. 27 degrés, Madagascar, excusez-moi madame, 27 degrés, j'ai joué à l'île de la Réunion en 90. C'est moi qui suis allé remplacer Roger Mila à Saint-Pierre de l'île de la Réunion. Vous avez Comores, Seychelles, Madagascar et l'île de la Réunion. Mais attends, 27 degrés, il fait très chaud. Il fait chaud, oui. Il fait très chaud parce que tu as l'océan Indien tout autour. Donc, les enfants, ce qu'ils ont joué aujourd'hui en milieu de terrain, il aurait fallu ces jeunes gens-là pour vraiment courir comme ils ont couru. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Choualio. Oui, mais moi je pense qu'il
faut pas tomber dans le débat des trentenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans une équipe, c'est vrai que l'équipe, il y a des jeunes qui arrivent, Odillon, Diomandé et autres, mais on a aussi besoin de joueurs d'expérience. C'est vrai, un garçon comme Ismaël Traoré, on l'a vu à la Coupe d'Afrique, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique. On le voit à Angers, il fait une très bonne saison à Angers. Le problème, c'est la performance. S'il est toujours performant, qu'il peut apporter son expérience à l'équipe, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai, à un moment donné, aujourd'hui, on joue contre Madagascar, on joue contre l'Éthiopie, le Niger. Mais lorsque les choses sérieuses vont commencer face à des équipes comme le Sénégal, comme l'Égypte, l'Algérie... Cameroun, Nigeria, ces garçons-là, ces trentenaires qui sont performants là, auront leur place. Je pense que nous n'entrons pas dans le débat des trentenaires, mais par contre, il faut privilégier la performance. D'accord, très bien. On a fait les tops, on va passer rapidement au flop, si vous voulez bien. Coach, allez-y. Donc, les 3 joueurs qui ne vous ont pas forcément plu sur cette rencontre. Belle question. C'est une question, comme je dis, laisse-moi répondre. Voilà, oui, non, vraiment, mon état d'esprit c'est indexé parce que si je réponds, je suis obligé de dire, de rentrer dans des détails. Et oui, ça, non. Mais coach, c'est pour ça qu'on est sur le plateau. Oui, on parle des bonnes choses et aussi des bonnes choses, on est capable de mettre aussi le doigt sur c'est un ensemble, c'est clair que je vais le dire, mais d'une autre façon. Voilà, je vais le dire, mais d'une autre façon. Peut-être... Pépé qui ne bouge pas assez. OK, Pépé, voilà, très bien. Le petit Lago Junior, contrairement à ce qu'on peut penser, il était un peu en dedans. Parce que ce type de système, il y a une forte relation entre le joueur de couloir avancé, le latéral, et le milieu terrain. Donc, c'est dans ce flux et reflux-là, même là, dans ce positionnement, eux, on les laisse pour ne pas qu'ils aient des efforts à faire. Le travail défensif, on ne leur demande pas. Parce qu'on a des milieux qui prennent presque toutes les balles, mais qui leur amènent aussitôt. Mais quand ils montent avec le ballon, il faut que vous créez des brèches. Mais si vous ne créez pas, que vous êtes arrêté et qu'on vous donne des balles, pratiquement, celui qui vous donne, il a 1 mètre de vous, ça pose problème. D'accord. Voilà. Et donc, l'enchaînement devient très difficile. Donc, Pépé et Lago pour vous. Très bien, c'est ce qu'on va retenir. Non, hein? Non, bah, c'est ce que vous avez dit, coach. Attendez, je ne l'ai pas inventé, là. Choalio. Moi, je pense que, d'abord, c'est Aurier. Aurier, je pense qu'il faut qu'il arrête de jouer la diva. Parce que, quand même, c'est le capitaine de l'équipe. Il n'est pas à son niveau de... J'ai vu un grain Aurier au Mondial 2014. Mais depuis lors, il n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances avec l'équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu souvent débouler sur son couloir, mais il ne s'applique pas dans les centres. Et là, moi, ça me gêne beaucoup, parce que c'est lui aujourd'hui le capitaine. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est là, on parle bien de l'équipe, mais on a un souci au niveau de l'animation sur les côtés. Le jeu des latéraux, c'est problématique. C'est vrai qu'Anon, il a tenté certaines montées. L'animation d'une équipe aujourd'hui peut passer par les latéraux qui créent le surnom. Mais Aurier, il faut qu'il se ressaisisse. Deuxièmement, Bo. C'est vrai, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. On l'a vu sortir des ballons propres contre le Japon. Mais là, il pourrait même installer une natte dans sa cage. Mais le but qu'il prend, franchement, je dis, quand vous reprenez le but, il n'était pas sur sa ligne. Il n'était pas sur sa ligne. Au moment où il y a le décalage, il aurait dû faire 2 pas en arrière, rester sur sa ligne. S'il était sur sa ligne, il enlevait ce ballon. Mais malheureusement, il a bougé. Et là, il est responsable de ce but-là. C'est lui qui nous coûte là, ce nul. Moi, je pense qu'il faut qu'il se... Parce qu'il est coutumier du fait, il prend souvent ce genre de but sur des balles à 25 mètres, 30 mètres. Maintenant, Nicolas Pépé, c'est une moins déception, à part le joli ballon qu'il donne à la 44e minute à Sangaré. On l'a vu, il n'y a pas assez de mouvement, c'est vrai, c'est difficile, il se cherche toujours. Mais je pense qu'on n'a pas encore vu un grand Nicolas Pépé sur le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Roger Stéphane. Mais flop, Aurier, Bo et Pépé. Alors, ce match-là, je pense qu'on a trouvé un héritier à Sérédier, c'est Sangaré, et même Odilon. 2 très bons joueurs qui, à mon avis,
vont prendre la place du doyen. Restons sur les flops. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre. Ça veut dire que je suis en train de dire qu'il faut qu'on trouve également un héritier à Boho Sylvain. Ça veut dire qu'il faut qu'on pense à le remplacer. Boho Sylvain, sur la première période, il n'a eu rien à faire absolument. Parce qu'on a été tranquille, peinard, on a bien contrôlé le match, rien à faire. La seule action, mais vraiment dangereuse, il prend un but. Peut-être gêné par le soleil, mais ça, c'est embêtant. C'est à lui qu'on doit ce match nul-là. Il prend un but comme ça, et c'est très souvent le cas avec Boho Sylvain. Donc, il faut penser à trouver un héritier à Boho Sylvain, comme ça a été le cas aujourd'hui pour se dire à qui on a trouvé un héritier. Ensuite, Nicolas Pepe et Serge Aurier. Il faut commencer à trouver des frères jumeaux à Nicolas Pepe et à Serge Aurier. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens pour commencer à les titiller sur leur poste. Ils se sont un peu assis dans un confort qui fait qu'ils ne font plus assez d'efforts. Serge Aurier, sur le but de la réduction du score sur le match précédent, c'est lui qui est mal placé et qui amène le but de Vaovi. Là, le coach a dit que c'est un problème d'animation. Voavi, mais je me rends compte encore que sur ce match, c'est de son côté qui vient la frappe. Et donc, problème d'animation, je lui ai dit non, parce que les autres ont bien joué dans la récupération défensive, dans la relance des balles, dans la combinaison au milieu du terrain. Mais c'est encore lui, Serge Aurier, sur son côté droit, qui a permis la frappe, qui amène le but. Et puis derrière, Nicolas Pepe, qui est un peu trop soliste par moment, qui touche beaucoup de ballons, Nicolas Pepe, parce que ces garçons, ses coéquipiers lui donnent beaucoup le ballon. Il déséquilibre un peu le jeu des éléphants, qui se joue tout le temps sur son côté. Sur le premier match face au Malgache, on avait le sentiment que Gervinho était un peu celui de son côté, parce que tous les ballons venaient vers Nicolas Pepe. Il touche beaucoup de ballons, mais il donne très peu de bons ballons. Et ça, c'est un peu dommage quand on connaît la qualité du garçon. Je pense que lui aussi, il faut qu'il se réveille un peu, parce que dans cette équipe des éléphants, il y a des garçons qui sont en train de monter. Il faut que Aurier, Boho et Pepe commencent à faire attention. Rapidement. Je pense que c'est pratiquement les mêmes. Ce sont même pas pratiquement, ce sont les mêmes flops, à part le coach qui a, dans son habitude, qui a voulu regarder dans la globalité. J'ai abonné dans le même sens que Choalio et Roger Stéphane. Mais je veux faire un petit point sur Serge Aurier. Serge Aurier, il n'est vraiment pas en forme. On a tous vu, il y a de cela quelques semaines, la vidéo de José Mourinho en club en train de le tenser sur sa déconcentration. Et cette déconcentration-là, il a traduit encore en équipe nationale. C'est le garçon qui doit se revoir. Boho, je n'ai pratiquement rien à dire. Il faut qu'il se réveille. Je pense que derrière, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème au niveau des gardiens de but. Il y en a qui peuvent prendre valablement sa place. Je pense que Baumel est dans un état d'esprit aujourd'hui où il est prêt à donner la chance à ceux qui peuvent faire son travail. Et s'il doit perdre sa place, il perdra sa place. Nicolas Pepe, c'est un peu comme Serge Aurier. Il faut qu'il se réveille également. Ses performances à Arsenal et, disons, son attitude nationale semble l'accompagner en équipe nationale, alors qu'ici, il peut se faire un plein de confiance pour remettre en question Arteta et sa vision du garçon. S'il n'y arrive pas, ce serait également un gros problème. D'accord. Qui est l'homme du match, selon vous, Choalio? Indéniablement, c'est Franck Kessié. Franck Kessié, il a été énorme. Et il a brillé dans le cœur du jeu. C'est vrai que la présence de Kosonou et Sangaré, ces deux joueurs-là ont libéré un peu Franck Kessié. On avait vraiment vu du grand Franck Kessié. Et puis je me souviens très bien, il y a 2 semaines de cela, on avait fait un papier sur Franck Kessié. Est-ce le nouveau patron, le nouveau leader technique de cette équipe? Là, il est en train de nous donner raison. Maintenant, il ne faudrait pas que ça s'arrête sur ce match. Sinon, ce qu'on a vu cet après-midi, on a vu du bon Franck Kessié. Il aurait dû plus signer un doublé. Après le pénalty, vous avez vu sa frappe. C'était vraiment un geste d'attaquant. Mais malheureusement pour lui, le ballon est allé sur la transversale. Oui. Donc, moi, je dis, pour moi, l'homme du match, c'est vraiment Franck Kessié. D'accord. Coach, l'homme du match pour vous? Oui, en tout cas, Franck Kessié, moi, le trio au milieu, Franck Kessié, c'est vrai, conduit le groupe, mais il faut accepter. Un seul, mais Franck Kessié. Oui, mais Sangaré n'a pas démérité. Il n'a pas démérité, Sangaré. Odilon n'a pas démérité. Comme tous coachs. Voilà. Non, mais voilà. Bon, vous voyez. Vous commencez à citer. Ils étaient nombreux, mais on veut véritablement un nom. Voilà, on veut un seul nom. L'homme du match. Franck Kessié. Franck Kessié, très bien. Il a dominé partenaire et adversaire. Je pense que Stefano Pioli est en train de faire un travail extraordinaire du côté de Milan C pour notre Franck Kessié. Ouais. Désormais, il sait tout faire. Récupérer, passer, marquer, donner le temps, envoyer ses coéquipiers. Il monte techniquement. Regardez son contrôle du pied droit. Il envoie la frappe derrière, pied gauche. Il a un chapelet de gestes techniques aujourd'hui. Vraiment, à 23 ans seulement, j'ai envie de dire, Franck Kessié, c'est vraiment le nouveau patron
des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que c'est son match le plus abouti avec cette sélection à Franck Kessié aujourd'hui? Bon, j'essaie de fouiller dans ma mémoire. Je pense qu'il a eu quand même quelques matchs où il a montré de bonnes dispositions. Il y a eu déjà le quart de finale lors de la Coupe d'Afrique 2019 face à l'Algérie. Mais je remarque que c'est pratiquement la deuxième fois qu'il est dans un milieu avec Ibrahim Sangaré. Et on est tous dithyrambiques sur sa prestation. Est-ce que c'est ce garçon qu'il lui faut à côté pour le libérer de certaines tâches, pour qu'il puisse montrer l'étendue de son talent? Bon, pour l'instant, je ne dirais même pas que c'est le match référence de Franck Kessié, je dirais que c'est sa semaine référence. Parce qu'au match aller, il était très bon. Au match retour, il a confirmé. Et comme l'a dit Choua Diomandé, j'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée. Aujourd'hui, Franck Kessié a compris que jouer simple est la meilleure des manières de jouer au football quand on est milieu de terrain. On tensait sa lourdeur, le fait qu'il aimait conserver le ballon pendant longtemps et qu'il aimait beaucoup jouer derrière. Il adorait les rétropasses. Aujourd'hui, il a une vision beaucoup plus panoramique du jeu d'ensemble. Il sait à quel moment envoyer le ballon devant, à quel moment envoyer derrière, à quel moment temporiser. C'est le patron aujourd'hui de cette équipe nationale. Est-ce qu'il est capable d'être le numéro 10 dont on a besoin dans notre équipe? Choilio? Non, il n'a pas ce profil. Il n'a pas ce profil parce que le numéro 10 aujourd'hui, c'est une race de joueurs en voie de disparition. Le numéro 10, aujourd'hui, style Zidane, Rikembe et autres, c'est les joueurs en voie de Ronaldinho, c'est les joueurs en voie de Okocha, c'est les joueurs en voie de disparition. Maintenant, Franck, c'est vrai, il peut être le meneur, mais c'est pas, à l'origine, à la base, c'est pas un vrai 10, quoi. Un vrai 10, voilà. Mais il peut être le meneur. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut être le meneur. Moi, je pense qu'il a quand même quelques qualités pour le faire, mais il faut qu'il joue simple. S'il joue simple, je pense qu'il va nous apporter beaucoup dans l'entrejeu. D'accord. Bon, alors, Jojo est allé interroger les Ivoiriens dans les rues de la capitale, les rues d'Abidjan, par rapport à l'homme du match. Voici ce qu'ils ont répondu. Hello, le match des éléphants vient de se terminer. Un but partout, c'était le score de ce match. Eh bien, qui a été l'homme du match? C'est ma question. Allons à la rencontre des Ivoiriens. Côte d'Ivoire, Madagascar, l'homme du match. Moi, je connais pas. Je suis atteint de prendre mes médicaments, donc il n'a pas pu suivre le match. Monsieur, l'homme du match. Mais l'homme du match. Non, il n'a pas regardé le ballon. Mais pourquoi tu n'as pas eu le match? Je vendais. Ah, tu vendais quoi? Anti-soc. L'homme du match, selon moi, c'est Javinho, il pense. Ah, Javinho? Ouais, Javinho. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a fait des touches qui m'ont plu, en tout cas. L'homme du match? Moi, je n'ai pas suivi le match. Ah, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas suivi le match? Je n'ai pas eu le temps pour suivre. J'étais au travail. Match gradé. Il a fait quoi? Ouais, il a joué ballon jusqu'à... Il a marqué but et puis nous, on est fans de lui. Il joue nos rôles aussi. C'est qu'on veut, il le fait. Donc, c'est nos buteurs qui est là aussi. Selon moi, mais c'est tous les joueurs qui ont joué. Voilà, on devait même avoir la victoire. Pourquoi on a fait nul? Mais tout ça, c'est pas grave. On n'a qu'à continuer. C'est qu'on veut aller, on veut se qualifier pour aller jouer Cannes, c'est tout. Est-ce qu'on veut? Eh ben voilà, oui, le dernier a tout résumé. Hein. Oui, le plus important, c'est qu'on soit qualifié pour cette CAN. En tout cas, merci. C'était un bon moment. Mais est-ce que Gervinho a joué? Mais Gervinho n'a pas joué. Non. Il y a un capable de cadet aussi. En tout cas, voilà. Non, les Ivoiriens sont extraordinaires. Et merci, Jojo. C'est bien, on a eu un gagnant. Oui, il s'agit de Jean de Dieu Kwame. Il est logisticien et réside à Yopougon. Malheureusement, il ne pourra pas être avec nous ce soir, mais il sera invité à venir récupérer son lot, son maillot demain ou bien se faire représenter. En tout cas, on l'accueillera avec grand plaisir. Dans l'autre match du groupe K, l'Éthiopie a battu le Niger cet après-midi 3-0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce résultat par rapport à la situation dans le groupe? Coach? Je pense que l'Éthiopie est une équipe aujourd'hui dans l'ensemble qui monte, voilà, qui apporte aujourd'hui au football africain quelque chose d'assez important. 3-0 quand même. 3-0, je pense que l'Éthiopie,
tous ceux qui n'ont pas pu faire passer par le passé. Les buteurs ont été bien inspirés. Je crois que 3 buts, ça leur permet de se repositionner. Et puis d'espérer sur les 2 derniers matchs, pouvoir vraiment négocier la qualification. D'accord. Jean-Philippe. Pour l'instant, c'est une nation qui est impériale sur ses terres. On se rappelle du périple ivoirien, beaucoup de souffrances, une défaite malheureuse. Et là, ils sont allés jouer le Niger, ils ont perdu 1-0. Oui. On s'est dit 1 an plus tard, l'Éthiopie était en train de faire l'effet de paille, c'est-à-dire tout simplement se consumer de manière assez rapide, que non. Au match retour, avec Bekele, dont on se souvient encore les misères qu'il a pu faire vivre à nos joueurs, qui était double passeur décisif et qui a permis donc à sa formation de s'imposer. Attention à l'Éthiopie, qui tout à l'heure, comme vous le dites, on le verra au niveau du classement, est en train de revenir à la course des Ivoiriens et des Malgaches. L'Éthiopie ne veut pas manquer ce train pour être au Cameroun en 2022. Donc il va falloir se méfier de cette équipe nationale. Non, mais justement, on va faire le point dans le groupe K après 4 journées. Et c'est Dorgelès Kofi qui va arriver pour le faire. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team, vous allez bien? Oui, super. Dorgelès Kofi, on va laisser le Kofi. Dorgelès Kosonou. Oui, Kosonou se nomme Dorgelès également. Je pensais que ça allait être à l'heure. Non. Kosonou, il a fait un bon match. Super mon homo. On va regarder le classement à présent à l'issue de cette 4e journée. La Côte d'Ivoire en tête avec 7 points plus 1, Madagascar 7 points plus 4, Éthiopie en 3e position, 6 points plus 2, le Niger 4e, 3 points moins 7. D'accord, merci beaucoup Dorgelès. Alors Choualio, quand on regarde ce classement, quel commentaire on peut en faire? Oui, quand tu regardes ce classement, ça veut dire que cette poule est très serrée. Ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. La Côte d'Ivoire, Madagascar, Éthiopie, c'est le trio qui va se battre pour arracher les 2 premières places. Là, le nul, la Côte d'Ivoire, face à Madagascar, c'est cette victoire de l'Éthiopie, relance l'Éthiopie. Donc c'est une opération, très belle opération pour les Éthiopiens, qui là, ils sont à 1 point des 2 leaders. Je pense qu'ils ont réalisé une très belle opération. Maintenant, c'est vrai, c'est une équipe qui, à domicile, est impériale. Elle va maintenant se déplacer en Côte d'Ivoire. Il faut faire très attention. Ce match contre l'Éthiopie à Abidjan. Elle reçoit d'abord Madagascar. Madagascar, oui. Donc il faut faire très attention au déplacement de l'Éthiopie ici. Donc je pense que vraiment au terme de cette 4e journée, l'Éthiopie a réalisé une très belle opération. D'accord. Ça veut dire qu'il y a 2 gros gagnants dans notre poule pour ces 2 journées qu'on a disputées. La Côte d'Ivoire qui prend la première place et l'Éthiopie qui se relance complètement dans ce tableau. Là, leur belle victoire face au Niger, là, les relance parfaitement. 3-0, c'est le score parfait et c'est le résultat parfait qui leur donne 6 points. Alors, il reste 2 matchs à jouer, 6 points à prendre. Donc là, dans notre poule, aucune équipe n'est qualifiée et aucune équipe n'est encore éliminée. Et il faut savoir que l'Éthiopie est redoutable à domicile parce que sur les 6 points pris sont 2 victoires à domicile face aux éléphants et face au Niger. Bon, bonne nouvelle pour nous, ils reçoivent l'équipe de Madagascar. Ça va être un match déterminant pour la suite de la compétition. Les Malgaches sont obligés de faire un résultat pour rester dans nos roues. Les Éthiopiens font un résultat, ils sont quasiment patrons de la poule. Et nous, derrière, on a la possibilité de gérer nos 2 dernières sorties, Niger et Éthiopie. Donc, la poule est totalement relancée. Rien n'est encore fait. Cette victoire 3-0 là relance parfaitement la course des Éthiopiens qui, à mon avis, sur ces 2 dernières journées, font de très belles opérations dans cette poule des éléphants. Eh bien voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc cette rencontre Madagascar-Côte d'Ivoire. On va marquer une première courte pause. Oui, on va se retrouver dans un instant, toujours avec nos invités de ce soir, le journaliste sportif Choualio Diomandé et l'ancien footballeur et coach Mohamedou Sangaré. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Profitez de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Et puis dans un instant, on va parler toujours éliminatoire de la CAN 2021, les autres matchs de la journée. On vous expliquera tout. Ne bougez surtout pas. On revient juste après ceci. Allez, on est parti, pour la 2e période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile.
On est en direct jusqu'à 22h et vous pouvez interagir avec nous en nous envoyant des commentaires, des réactions sur la page Facebook de la 3. Voilà, toujours en compagnie de nos deux invités de ce soir, Choilio Diomandé et Mouamadou Sangaré. Ils nous font le plaisir de nous accompagner. On a longuement parlé de la rencontre Madagascar-Côte d'Ivoire. Eh bien, on va parler maintenant des autres matchs de la journée. Oui, puisque plusieurs matchs se sont joués ce mardi. Eh bien, voici tous les résultats en compagnie de Dorgelès Kofi Kosonou ce soir. Merci beaucoup. Oui, allez, Dorgelès, dites-nous. Oui, tout. on va regarder ensemble les résultats des matchs d'aujourd'hui. Groupe L, Lesotho, Bénin 0-0. Groupe F, Rwanda, Cap-Vert 0-0. C'était à Kigali, à Khartoum, Soudan contre l'équipe du Ghana. Victoire du Soudan 1-0. But de Mohamed Rahman. Groupe E, Centrafrique 0, Maroc 2. C'était à Douala. Groupe D, Angola 0, RD Congo à Luanda 1 pour le Congo. Groupe L, Sierra Leone 0, Nigeria 0. Groupe G, Togo 1, Égypte 3, c'est à Lomé. Groupe J, Tanzanie, Tunisie 1 but partout. Groupe A, Namibie 1, Mali 2. Oui, et puis on va terminer avec le groupe K, le groupe de la Côte d'Ivoire. Éthiopie 3, Niger 0. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu, rencontre par rencontre. Rapidement, Lesotho, Bénin, 0-0. Jean-Philippe. Oui, 0-0 entre le Lesotho et le Bénin. Deux formations qui sont dans le groupe L et qui, à travers ce résultat, mettaient une sorte de statu quo. Le Bénin qui est deuxième de cette poule avec 7 points plus 1 et le Lesotho bon dernier avec 2 points moins 3. Pour l'instant, les Béninois font la course derrière le Nigeria. Aucune équipe n'est qualifiée dans cette poule. Aucune équipe n'est également éliminée. Mais je pense que c'est un bien mauvais résultat pour les Béninois car en cas de victoire, ils auraient pu tout simplement passer devant le Nigeria qui, comme on va le voir par la suite, a été accroché par la Sierra Leone durant cette semaine internationale. Mais vous dites mauvais résultat, ils font 0-0 à l'extérieur. Oui, mais ils prennent un point, c'est pas mal. Ils ont 7 points désormais. Je pense qu'au contraire, c'est un bon résultat pour l'équipe béninoise qui a déjà 2 victoires et 1 match nul. L'équipe est deuxième. Je pense que si elle gère bien les 2 dernières journées, cette équipe béninoise... Oui, c'est une confrontation face au plus faible quand même de ce groupe. Parce que quand même, vous avez la Sierra Leone qui allait accrocher le Nigeria 4-4 au Nigeria et qui a fait 0-0 match retour. S'ils arrivaient à battre le Lesotho, ils s'assuraient quand même un certain confort avant la confrontation face au Bénin et au Nigeria lors de la dernière journée. Mais oui, donc, et petit rappel, le Bénin a déjà perdu contre le Nigeria. Hein. Oui. Oui, tout à fait. En tout cas, je parle des deux rencontres qui... D'accord. C'est pour, comme on appelle, le mois de mars 2021. D'accord, très bien. Rwanda, Cap-Vert, 0-0, coach. Oui, je pense que c'est aussi un match fermé auquel on a eu droit. Donc, le Rwanda, qui à un moment donné est bien monté en flèche, arrive quand même à contenir le Cap-Vert qui, depuis un moment, a été une belle équipe ces 3 dernières années, qu'on a cru voir quand même s'imposer dans ce championnat-là. Donc aujourd'hui, c'est très difficile pour le Cap-Vert dans la course pour la qualification. Avec 2 matchs nuls d'affilée, ça va être très difficile. Mais je pense que c'est des gens qui seront quand même au moment opportun, compte tenu de la structuration des équipes et puis le sursaut d'orgueil qu'il peut y avoir. Il ne faut jamais dire jamais parce que tant qu'ils ne prennent pas de but et que l'organisation de jeu reste solide, je pense qu'ils ont des joueurs capables à tout moment de refaire surface. Mais le Cap-Vert est invaincu dans cette poule. 4 matchs nuls. Ils ont 4 points. Ils sont 3e. Donc la poule est jouable pour l'équipe de Cap-Vert. Dans cette poule F, c'est avec le Cameroun. Le Cameroun a déjà fait son trou, qualifié en tant que pays organisateur, mais qualifié aussi sur le terrain par le Cameroun à 10 points. Mais derrière, l'équipe du Cap-Vert a toutes ses chances de se qualifier pour la phase finale de cette compétition. Oui, Choilio, vous voulez dire quelque chose ? Non, c'est bon, on continue. Alors justement, on poursuit donc avec Soudan-Ghana, 1-0 pour le Soudan.
Oui, c'est la surprise peut-être de cette journée. Je pense que le Ghana est passé à côté de la qualification. Le Ghana aurait pu suivre la qualification du Sénégal, de l'Algérie qui sont déjà qualifiés. Maintenant, c'est vrai, avec cette défaite, ils sont à 1 point de la qualification, peut-être à la 5e journée, parce que l'Afrique du Sud aussi a battu cette équipe de Sao Tomé qui me semble déjà éliminée, l'équipe la plus faible de ce groupe C-là. Donc il y a deux premiers, le Ghana et l'Afrique du Sud qui ont 9 points. Maintenant, le Soudan, avec cette victoire, se relance, puisque le Soudan est à 3 points du deuxième et du premier. Donc je pense que le Soudan, avec cette victoire face au Ghana, face au Black Star, le Soudan est encore vivant, le Soudan n'est pas mort. Donc voilà, mathématiquement, c'est encore jouable pour les Soudanais. Et comment ils se sont relancés, c'est Ram qui inscrit le but dans le temps additionnel face au Ghana pour s'imposer finalement 1-0. Donc le Soudan a 6 points, le Ghana a 9 points, l'Afrique du Sud a 9 points. Tout est encore jouable pour ces 3 formations pour obtenir le ticket de la qualification. En tout cas, ce résultat-là, il est très très bon pour les Soudanais. Ils sont allés le chercher dans le temps additionnel. Ram donc donne la victoire à l'équipe du Soudan face au Ghana 1-0. Et les Soudanais se relancent avec 6 points désormais. Sur les 2 dernières rencontres, le Soudan va affronter l'Afrique du Sud et Sao Tomé et Principe. Sao Tomé, comme l'a dit Charles, est déjà éliminé, ils ont 0 points. Et l'Afrique du Sud a 9 points. L'Afrique du Sud va essayer de composter son ticket pour la qualification pour le Cameroun. Ça va être une rencontre assez décisive. On a vu tout simplement la grosse liesse de joie qu'il y a eu à l'issue de cette opposition au niveau du banc de touche des Soudanais. C'est dire tout simplement que cette victoire a revigoré l'ensemble du groupe. En cas de bonne performance face à l'Afrique du Sud, je pense que le Soudan pourrait se dire qu'ils sont qualifiés parce que Sao Tomé, je les vois se remotiver encore avec 0 point, même si tout est possible dans l'esprit du fair play. Donc ils savent qu'ils ont un gros coup à jouer tout simplement dans cette course finale pour la qualification. D'accord. Oui, mais je crois que les 2 favoris du groupe sont présents, le Ghana et l'Afrique du Sud. Maintenant, le Ghana a 9 points. C'est une poule qui, avec 10 points, forcément, tu te qualifies. Donc, je pense que là, le Ghana et l'Afrique du Sud sont en pole position pour obtenir les 2 premières places. Seulement que l'Afrique du Sud joue le Soudan. Le Soudan, donc là, ça va être décisif. Ça va être la finale de cette poule-là parce que les 2 vont s'affronter. En cas de victoire, les Soudanais, ils vont passer devant. Mais ça montre que sur les 2 dernières journées, oui, tout va se jouer encore dans cette poule-là. D'accord, on poursuit avec la Centrafrique, République de Centrafrique face au Maroc. Et les Marocains se sont imposés 2-0. Roger Stéphane. Oui, joli déplacement des Marocains qui se sont imposés 2-0. Hakim Ziyech est buteur dans ce match face à l'équipe de la Centrafrique. Et puis également El Arabi est également buteur pour les Marocains. Les Marocains qui font le carton plein dans cette poule-là. Ils ont livré de gros matchs, ils sont rassurants, c'était le gros favori de cette poule E. Eh bien, ils confirment, le Maroc est une grande équipe sur le continent. Et là, ce déplacement est fructueux. Ziyech et El Arabi offrent la victoire aux Marocains 2-0. Je crois que les Marocains sont quasiment qualifiés pour la phase finale de cette CAN. Bravo tout simplement aux Lions de l'Atlas. Coach? Oui, les Marocains, ils sont qualifiés, ils sont en tête, ils ont gagné pratiquement tous les matchs. L'équipe centrafricaine, elle n'arrive pas à sortir le jeu qu'il fallait, puisque là, jusque-là, elle est à la traîne sur le classement. Donc, c'est assez difficile pour l'équipe centrafricaine, entraînée d'ailleurs par notre compatriote Zawi. Donc, c'est un bien mauvais résultat. 4, ça fait beaucoup. Je pense que pour le reste, ils auront du mal à se remettre. Je pense que les Marocains sont en train de prendre déjà leurs aises du côté du Cameroun parce que cette rencontre s'est tenue au pays des Lions indomptables. Et ils sont qualifiés effectivement, Roger Stéphane, je vous le confirme. Le Maroc est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. On va retrouver encore les Marocains qui ont su faire le boulot face à cette formation centrafricaine qui malheureusement ne verra certainement pas la Coupe d'Afrique. Elle est dernière de sa poule avec 3 points. Et on la voit mal même en prenant 6 points lors des 2 dernières journées, ce qui est possible face, je crois, à la Mauritanie et au Burundi. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Très bien. Allez, on poursuit avec l'Angola, oui, qui affrontait donc la République démocratique du Congo. 1-0 pour les Congolais. Jean-Philippe. Angola, République démocratique du Congo, c'était la rencontre à ne pas perdre, surtout pour les Congolais qui ont réussi tout simplement à se relancer dans cette poule. Les Congolais sont 3e devant l'Angola, qui est bon dernier. Les Congolais, après cette victoire, totalisent 6 points, là où l'Angola en a un seul.
et ils font la course derrière la Gambie et le Gabon. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé lors de cette confrontation, puisque la CAF a communiqué qu'elle va statuer sur les incidents qui ont eu lieu avant cette opposition entre la Gambie et le Gabon. Mais il faut dire qu'au vu de ce que les Congolais ont dû faire pour permettre à leur buteur Bakambu d'être présent, ils avaient vraiment à cœur de pouvoir se relancer. Ils se sont relancés, c'est de bonne guerre. Ils ont 6 points derrière la Gambie et le Gabon qui ont chacun 7 points. Il y aura une finale à 3 dans cette poule entre ces 3 pays. C'était le match à ne pas perdre pour la République démocratique du Congo, ils ne l'ont pas perdu. C'était le match à gagner pour eux, ils l'ont gagné, 1-0. C'est Kebano qui a inscrit le but à la 64e minute et qui permet donc aux Congolais donc, de se relancer. Et comme dit Jean-Philippe, c'est la suite de la compétition qui va être intéressante dans cette poule D, parce que Gambiens et Gabonais ont 7 points, ils sont en tête. Puis derrière, il y a cette équipe de la RDC avec 6 points. Ça vous dit que pour les 2 dernières journées, ça va être chaud également. Quand on voit un peu ce qui s'est passé entre Gambiens et Gabonais, entre Gabonais et Gambiens sur les 2 matchs par rapport donc, à l'affaire Covid et maltraitance des différentes délégations sur les stades à l'extérieur. Bon, c'est un très bon résultat pour les Congolais. Mais à eux maintenant de faire attention par rapport aux 2 matchs qui restent. Ils n'ont plus droit à l'erreur parce qu'ils sont juste décalés un peu devant les 2 leaders que sont Gambie et Gabon. Mais en tout cas, ce match-là a été très bien négocié, mais vraiment très bien négocié par la République démocratique du Congo. Rapidement, il faut le dire, hein, dans cette poule, la RDC va recevoir la Gambie et va normalement se déplacer au Gabon. Ah, d'accord. Donc, 2 grosses finales. Oui, coach? Donc, je voulais tout simplement dire qu'il n'y avait pas à perdre, sinon au risque d'être décroché. Donc aujourd'hui, on a vu la liesse du peu de personnes qui étaient sur le terrain. Donc, même l'entraîneur est accouru pour aller soulever à peu près le buteur, tous ces joueurs, ce qui prouve que vraiment ce but-là est venu à un bon moment, à la 63e minute pratiquement. C'est une balle vraiment léchée que dans les 18 mètres, il a lâché. Kebano a lâché. Okay. Je pense que ça a été très bon pour la RDC. Mais Choualio, pourquoi depuis quelques années, ça ne va pas très fort pour la République démocratique du Congo, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment, on avait l'impression que c'était une équipe sur laquelle on pouvait compter, on pouvait croire. Et puis, depuis quelques temps, depuis 2015, pratiquement. Et je dirais même depuis le départ de Florent Ibenge, exactement. Oui. On a l'impression que ça vacille un petit peu. Oui, pourtant, ils ont de très bons joueurs. Mais malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas encore répondu aux attentes. Cette équipe du Congo, moi, je l'ai vue à la CAN 2015. Elle était très solide. Même à la CAN 2017 au Gabon, elle a eu à jouer la Côte d'Ivoire. On a vu c'était 2-2. C'était un match, j'ai vu un très bon niveau de jeu. Mais depuis lors, cette équipe-là n'arrive plus à progresser, malgré les talents qu'ils ont. Maintenant, je pense que tout dépend du management, de l'encadrement technique. Maintenant, il leur faut maintenant trouver un entraîneur qui sera capable de rehausser le niveau de jeu de cette équipe-là. Parce que, souvenez-vous, à la CAN 2017, c'était l'un des favoris de l'épreuve. Mais malheureusement, après, ils n'ont pas répondu à l'attente. Mais cette équipe, en dépit des individualités qu'elle a, n'arrive pas vraiment à éclore. Je pense que, pour moi, c'est un problème d'encadrement technique, de management. Et c'est tout. Déjà, vous avez un problème dans ce pays. Vous avez des clubs, des super clubs qui sont mieux organisés que l'équipe nationale. Ça, il faut le dire. Vous prenez TP Mazembe, AS Vita, ils mettent des moyens pour permettre, au niveau de ces présidents-là, pour permettre à leur club d'arriver le plus loin possible dans les compétitions. On voit des joueurs qui évoluent dans un environnement professionnel, ce qui n'est pas le cas de l'équipe nationale. Même au niveau de l'équipementier sportif, on s'en rend compte. Florent Ibenge, pour qu'il puisse partir, pour qu'il puisse être remplacé, il y a eu un tâtonnement. Il y a tellement de bruit autour de l'équipe nationale de la RDC, je pense que c'est de là que vient leur véritable problème. Sinon, les joueurs de talent, ils les ont. Et on se rend compte que ces dernières années, contrairement à certaines nations qui ont ce retour aux sources des binationaux, là-bas, leurs binationaux continuent de partir vers certaines équipes nationales. La France, la Belgique, l'Angleterre, et pour ne citer que cela. Donc il faut au niveau de la RDC que la fédération prenne véritablement le taureau par les cornes
mettre en place un projet qui va véritablement séduire ces garçons-là pour qu'ils aient l'amour de ce maillot et venir représenter dignement cette équipe nationale de la RDC. D'accord. Allez, on est en train de commencer à courir après le temps. Sierra Leone, Nigeria, un étonnant 0-0 entre ces deux équipes, Choualio. Oui, effectivement, c'est vraiment l'une des plus grosses surprises de ces éliminatoires. Vous souvenez-vous du fameux 4-4, ensuite encore la Sierra Leone qui accroche le Nigeria. Je pense que c'est la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde travaille. Personne, avant la 3e, la 4e journée, aurait parié sur un nul de la Sierra Leone face au Nigeria. Mais je pense qu'il faut les Nigériens, peut-être, après avoir mené près de 3-4-0 au match aller, ils se sont fait rattraper. Mais 4-1 à la mi-temps. 4-0. À 29 minutes et 4-1 minutes, ils se sont fait rattraper. Et là encore, c'est la confirmation de ce 4-4-là. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a plus de petite équipe. Et souvenez-vous, cette équipe de Sierra Leone en 2017 qui nous avait sérieusement bousculé à Boaké, on s'en souvient encore. On se rappelle de cette action où l'arbitre, selon certains confrères, l'arbitre a permis à la Côte d'Ivoire d'être à la Coupe d'Afrique. Parce que entre-temps, ils ont connu beaucoup de difficultés au niveau de l'instance fédérale. Birima Kamara, l'ancien de l'Africa, était comme vice-président de la fédération. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une mauvaise gestion par ailleurs. Et il y a eu des difficultés qui ont réjailli sur l'équipe, mais en même temps, ils se sont rattrapés. Elle a une forte capacité de résilience. Voilà. D'accord. Alors, coach, Togo-Égypte, 3-1 pour l'Égypte. Allez, votre petit commentaire. C'est vraiment le match qui m'a déboussolé un peu pour Claude Leroy, pour la qualité de l'homme, le travail qu'il fait. C'est vrai qu'il a donné vie à cette équipe de Togo, des jeunes joueurs talentueux qui sont en train d'éclore. Ils ont réussi à faire un bon match en Égypte, mais c'est vrai, perdu 1-0. Mais chez eux, ils perdent 3-1. C'est quand même difficile. C'est l'apprentissage. Je pense que cette équipe-là, pourvu que Leroy y reste, il pourra finir son travail. Son avenir en pointillé. Aujourd'hui, son avenir est effectivement en pointillé, puisqu'il ne se qualifie pas pour la CAN. Donc c'est assez difficile. Sinon, il a déjà fait un très bon travail au niveau de Lomé. Claude Leroy l'avait dit, ça allait être sa dernière compétition. Il voulait boucler la boucle. Lui qui a connu le continent africain avec le Cameroun, il voulait être présent à cette Coupe d'Afrique pour boucler son aventure africaine. Ça risque de ne pas être le cas avec l'équipe nationale du Togo. Le Togo est éliminé, c'est ça. Le Togo est éliminé, ils ont 1 point. Oui, l'Égypte a 8 points, les Comores ont 8 points. Ça va se joindre ces deux équipes-là. Malheureusement, pour les Togolais, ils sont éliminés. Allez, dernière rencontre. Namibie-Mali, 2-1 pour le Mali. Choualio. Oui, je pense que c'était un très bon résultat pour le Mali, qui, au regard du classement, est quasiment qualifié. Je ne peux pas dire même qualifié, à 10 points. Je pense que le Mali a arraché sa qualification parce que la Namibie est à 3 points. Le Tchad a 1 point, et puis il y a la Guinée qui a 8 points. Mais je pense que c'était une très bonne opération pour cette équipe du Mali. D'accord, tout simplement. C'est tout? Non, c'est tout. Aucun commentaire? Allez! On va marquer une nouvelle pause. Oui, dans l'émission, n'allez pas très loin, puisque dans un instant, on va se retrouver pour parler des éliminatoires, toujours de la CAN 2021, et le résumé des matchs de ce lundi. À tout de suite. Allez, 3e et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Je vous rappelle qu'on est en direct de 20h30 à 22h du lundi au vendredi et que c'est un plaisir pour nous de passer ces 90 minutes quotidiennes à décrypter toute l'actualité sportive. Cette semaine, on est en mode éliminatoire CAN 2021. La Côte d'Ivoire a fait match nul un petit peu plus tôt dans l'après-midi à Madagascar. On en parle, on en a parlé et puis on va continuer à en parler. Oui, jusqu'à 22h en compagnie de nos invités. Choualio Diomandé, journaliste sportif, et Mohamedou Sangaré, ancien footballeur et coach, évidemment. Oui, il a un œil très, très affûté, un œil très technique et c'est pour ça que ça nous fait plaisir, en tout cas, messieurs, de vous recevoir. Et on va poursuivre, avec les matchs qui ont eu lieu ce lundi, puisque ce lundi, on a disputé des matchs au Sénégal, en Guinée, au Kenya, en Mauritanie et en Tunisie. Petit résumé de toutes ces rencontres.
après le Sénégal, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, a validé son ticket pour la CAN 2021 dans le groupe H. Les Fennecs ont été tenus en échec 2-2 par le Zimbabwe. Andy Delors et Riyad Mahrez pensaient mener les siens vers une 4e victoire en autant de matchs, mais Mouzona réduit le score avant que Doubé n'égalise. Les Fennecs perdent leur premier point. Match nul également entre le Burkina Faso et le Malawi 0-0 dans le groupe B. Les étalons ont buté sur une solide défense adverse, retardant ainsi leur qualification. Ils restent cependant premiers de leur groupe avec un point d'avance sur l'Ouganda, battu 1-0 par le Soudan du Sud. Faux pas désormais interdit pour Lassina Traoré et ses coéquipiers. L'Afrique du Sud est venue à bout de Sao Tomé 4-2, grâce notamment à un doublé de Percy Tau. Les Bafana Bafana, avec 9 points, mettent la pression sur les Black Stars du Ghana. Après avoir passé une nuit entière à l'aéroport de Banjul, l'équipe du Gabon a été battue par la Gambie 2-1. Moussa Barrow a inscrit un doublé ami que Bruno Ousouele-Monga a réduit le score en fin de match. Un résultat qui relance la course à la qualification dans le groupe D. Le Cameroun, pays organisateur, a battu le Mozambique 2-0 dans le groupe F qui lui sert de préparation en réalité. Vincent Aboubakar a notamment inscrit un but. Dans les autres matchs, l'Eswatini a enregistré le nul 0-0 face au Congo dans le groupe I et le Botswana a vaincu la Zambie 1-0 dans la poule H. Bon, alors effectivement, hier on vous a donné donc les résultats. Voici un petit peu, en gros, tout ce qui s'est passé hier. Réaction rapidement, petit tour de table. Donc on commence avec vous. Jean-Philippe. On a suivi quand même de belles rencontres hier. Il y a eu des oppositions qui nous ont plus marqué que les unes que les autres. Moi, je suis resté un peu bloqué sur tous les événements qui ont eu lieu autour de Gambie-Gabon. Oui. Voilà, c'est vrai que les Gabonais se sont inclinés 2-1. Mais heureusement que la CAF a décidé de se saisir de cette question pour pouvoir trancher, pour que nous puissions savoir les raisons de ce qui a pu se passer du côté de Banjul avec la réception de la délégation gabonaise. Voilà. Donc, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Quand c'est comme ça, même les mots me manquent parce que ce n'est pas cette image de l'Afrique que nous devons montrer à la face du monde. Très bien. Choualio. Oui, moi je suis bluffé par le parcours du Sénégal. Les Lions de la Teranga, le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui termine, enfin, au terme des 4 premières journées à 12 points, se qualifie. Et je pense que c'est l'un des favoris, forcément le Sénégal sera l'un des favoris de l'épreuve en 2022 au Cameroun. Et là, c'est un groupe qui vit. Aliou Cissé a les mêmes hommes, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Krépin Diatta, ces jeunes qu'on a vus à la CAN 2019, Keita Baldé, Mbanyang et autres. Donc ce Sénégal-là, c'est vrai, court après une première Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'en 2022, il faudra compter avec les Lions de la Teranga. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, le sélectionneur va pouvoir faire tourner son effectif, voir des nouveaux joueurs, pourquoi pas. Absolument. Et puis là, ils sont quand même parés. Ils ont 2 grands gardiens. Edouard Mendy et Goumi. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose pour une sélection. Et j'espère que la Côte d'Ivoire aussi, quand je vois les 2 grands gardiens du Sénégal, je me dis en Côte d'Ivoire, franchement, il faut qu'on essaie de trouver, comme le disait tout à l'heure Stéphane, trouver un remplacement à... Un remplaçant. Un remplaçant à Bobo-Sylvain. Coach, allez rapidement, coach. L'Algérie, je pense que le champion d'Afrique s'est déjà qualifié. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Ça veut dire que la dernière CAN a été âprement disputée et qu'ils n'ont pas usurpé leur titre avec tous les joueurs qu'ils ont, Mahrez et autres. Je pense que ça a été un bon parcours avec Belmadi qui fait vivre, comme Aliou Cissé, l'équipe aussi. Donc c'est un bon groupe qui vit bien, qui avance. Je pense que ça va être une belle CAN. D'accord, très bien. On va voir tous les classements dans les groupes, en compagnie de Dorgelès. Bah oui, qui passe devant ma caméra. Mais ça va, Dorgelès. Pas de carton jaune. Ah là, vous méritez un rouge, là. Ouh là 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 là, après cette séquence d'IA. Allez, on va commencer avec le groupe A, le groupe du Mali. Le Mali en tête avec 10 points. 2e, la Guinée, Namibie, 3e, 4e, l'équipe du Tchad.
Groupe B à présent, le Burkina Faso en tête avec 8 points, Ouganda 7 points, Malawi 4 points, Soudan du Sud 3 points. Le groupe C, Ghana en tête avec 9 points, Afrique du Sud 9 points, Soudan 6 points, Sao Tomé 0 points. Groupe D, Gambie en tête avec le Gabon 7,7 points, Congo RDC 6 points, Angola 1 point. Groupe E à présent, Maroc en tête avec 10 points, Mauritanie 5 points, Burundi 4 points, la République centrafricaine de François Zawi 3 points. Groupe F, le groupe du Cameroun, 10 points, Mozambique 4 points, Cap-Vert 4 points, Rwanda 2 points. Groupe G, Égypte 8 points, Comores 8 points, Kenya 3 points, Togo 1 point. Groupe H, Algérie en tête avec 10 points, Zimbabwe 5 points, Botswana 4 points, Zambie 3 points. Groupe I, Sénégal 12 points, Congo 7 points, Guinée-Bissau 3 points et Swatini 1 point. Groupe J, Tunisie 10 points, Guinée équatoriale 6 points, Tanzanie 4 points, Libye 3 points. Groupe K, en tête la Côte d'Ivoire 7 points, Madagascar 7 points, Éthiopie 6 points, Niger 3 points. Et puis on va terminer avec le groupe L, l'équipe du Nigeria en tête avec 8 points, Bénin 7 points, Sierra Leone 3 points, Lesotho 2 pointillés. Merci beaucoup. Alors, après la 4e journée, donc, vous l'avez vu, hein, on a déjà 6 qualifiés pour la CAN 2021. Le Cameroun en sa qualité de pays organisateur, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, le Mali et la Tunisie. Commentaire, Roger Stéphane. Non, j'aime bien le Cameroun quand même. Je veux dire, ils participent à un tournoi comme ça, parce qu'ils sont déjà qualifiés, mais ils se sont qualifiés sur le terrain aussi, parce qu'ils terminent en tête là, du groupe F avec 10 points. Et dans cette équipe du Cameroun, Vincent Aboubakar n'arrête pas de marquer. Il a marqué 2 buts la dernière fois, buteur également sur le dernier but. Il est bien accompagné par Indje. Choupo-Moting, je crois, n'était pas du voyage, mais bon, c'est une belle équipe du Cameroun qui, à mon avis, va bien défendre son organisation sur ses terres. Bravo donc aux Camerounais, qu'on verra avec beaucoup de plaisir. Bon, le reste de la poule, c'est quoi? Rwanda, Cap-Vert, c'est un tournoi à 3 plus ou moins. Mais en tout cas, félicitations à l'équipe du Cameroun, qualifiée d'office en tant que pays organisateur, mais qualifiée également sur le terrain parce que les Camerounais ont fait une très belle compétition dans ces éliminatoires. Chalio. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les favoris sont présents. Tous ces pays qui sont déjà qualifiés étaient présents à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut vous dire qu'il n'y a vraiment pas de surprise. Le Maroc y était, le Sénégal, l'Algérie, le Mali, la Tunisie. Allez, coach, rapidement, en 20 secondes. Il faut juste remarquer que le Maghreb a déjà fait le plein par rapport à l'Afrique noire. Oui. Donc ça, il faut le souligner. Mais n'en feront plus, c'est fini pour eux. Là. Parce que le reste, là, maintenant, il y a l'Égypte qui... pas fini maintenant. Il y a l'Égypte qui est bien engagée. Absolument. Voilà, donc il n'y a pas autant de pays que ça au Maghreb. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et bien voilà, ça y est. C'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci, 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 merci. On espère que vous avez passé un bon moment. Avant de vous quitter, eh bien, on aimerait, oui, faire un petit coucou et dire joyeux anniversaire à quelqu'un qui est là, qui fait partie de l'équipe. Oui, elle est derrière, c'est elle qui gère un petit peu tout en ce qui concerne l'émission. Donc, joyeux anniversaire à Yacine. Merci beaucoup à nos invités, Choualio Diomandé, puis moi, Amadou Sangaré. Merci, vous revenez quand vous voulez, ça y est, là, vous faites partie de la grande team. Donc, on vous attend prochainement avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Allez, merci la grande team. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour encore plus d'infos sportives. Ce sera évidemment à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.